Salut à tous, bienvenue pour une vidéo concernant le jeu Aeon's End, un jeu de Kevin Riley, édité par Indie Boards and Cards, un jeu Action Phase Game. Donc Aeon's End, War Eternal ou Aeon's End, la première version, celle-là. C'est un jeu de deck building, encore un, vous allez dire, encore un jeu de deck building. Donc oui, effectivement, encore un jeu avec ses particularités. Pour une présentation rapide du jeu, le thème, tout d'abord. Donc le thème, il y a eu une sorte de gros apocalypse dans le monde. Il reste un dernier bastion. Ce dernier bastion est aux proies de différents, comment dire, des anciens, des monstres. On en a un petit exemple ici. On va en trouver d'autres ici. Alors celui-là, c'est pas forcément un bon exemple. Et nous allons jouer des mages qui vont tenter de sauver ce dernier bastion. Contre toute probabilité, ils vont essayer de sauver le monde. Et pour cela, ils vont utiliser leur magie, des sorts, des gemmes et des reliques. Donc, c'est un jeu de deck building. Je vous fais une présentation rapide. Un marché où on va pouvoir récupérer des cartes pour augmenter notre deck de cartes. Nous allons voir des personnages. Donc ici, j'ai rassemblé 3 personnages. Adelheim, Reeve, Xaxos. Donc tous les personnages du jeu sont des magiciens. D'accord ? Il n'y a pas d'exception. La différence avec d'autres deck building, outre la mécanique, la mécanique va être identique, à savoir qu'on va avoir une main de cartes, voilà, un deck, une zone de défausse, un marché, donc on va pouvoir acheter les cartes. Mais comment cela va s'articuler, comment on va pouvoir jouer avec ça, quelles sont les différences avec d'autres deck building? Déjà, la première différence, c'est qu'on va avoir un ennemi principal, ici, à détruire. C'est le but de notre partie. Une partie, ça va être de détruire un monstre, qui va avoir ses points de vie ici, qui va avoir un deck composé pour lui, avec des cartes qui lui sont propres, et des cartes plus généralistes, et qui seront prises au hasard, et qui vont composer un deck décomposé en 3 niveaux, donc du plus facile au plus difficile. Donc plus on va avancer dans la partie, plus ce sera difficile pour nos mages. Donc déjà, nos mages doivent combattre ce monstre. On ne se combat pas entre nous, c'est un jeu coopératif. Voilà le monstre qu'on doit abattre. On devra aussi abattre des minions qui se trouvent dans le deck du monstre, qui viendront au fur et à mesure de la partie. Mais c'est pas tout. On doit protéger le dernier bastion de l'humanité, qui est représenté ici, donc qui s'appelle le Gravehold, qui est représenté ici avec ses points de vie. Si ce bastion tombe à 0, on perd la partie. Évidemment, si le monstre tombe à 0 avant, on gagne la partie. Si nos 3 mages sont, on appelle ça exhausted, donc KO, tous ensemble, on perd la partie. Donc s'ils ont tous les 3 leur point de vie à 0. Encore une particularité, chaque mage, donc on a affaire à des magiciens, a 4 emplacements pour lancer des sorts. Donc les 4 emplacements, en fait, on appelle ça des breaches. Ils peuvent être ouverts, comme c'est le cas pour chaque personnage en début de partie. Le premier est toujours ouvert, donc on va pouvoir placer des sorts dessus, enfin un sort dessus, et les autres sont fermés. Pour pouvoir placer un sort, pour pouvoir lancer un sort, il faut qu'il soit préparé. Donc il faudra avoir dans un tour placer un sort sur un breach ouvert, sur une faille ouverte comme ça, pour pouvoir le lancer au tour d'après. Donc ça ne se fait pas immédiatement, c'est pas parce que j'ai un sort en main que je vais pouvoir le lancer tout de suite. Donc il y a une notion de timing très importante dans le jeu. Pour les autres, on peut bien sûr les ouvrir, ça va nous coûter la monnaie du jeu qui est l'éther, qui va nous permettre de faire différentes choses, dont
faire un focus, une concentration sur les breaches, donc, qui vont nous permettre de nous rapprocher d'une position ouverte, ou même d'ouvrir, selon un coup différent, avec un certain coup, le bridge dans une position ouverte, donc comme ça, pour pouvoir mettre des sorts. Donc en début de partie, la disposition de ces différentes tuiles de bridge est différente selon est composée et placée différemment selon les personnages. C'est indiqué en haut de la fiche de personnage. Donc le premier est ouvert et les positions des 3 autres. Idem ici. Pour chaque bridge, vous allez avoir dessus, enfin pour chaque bridge fermé, hein, closed bridge, ils vont tourner au fur et à mesure qu'on va se concentrer dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le coup pour le faire tourner, pour se concentrer dessus, il est marqué à l'intérieur du cercle, et le coup pour l'ouvrir au-dessus. Sachant qu'en fait, plus le bridge est éloigné, plus ça coûte cher à l'ouvrir au début, ça coûte cher aussi à faire un focus, à une concentration dessus, et plus on va se concentrer, moins ça va coûter cher pour l'ouvrir. Donc après, c'est encore une question de timing, à savoir, est-ce que je l'ouvre, ça va me coûter très cher et il faut que je puisse le faire, ou est-ce que je me concentre au fur et à mesure sur plusieurs tours pour pouvoir l'ouvrir plus facilement dans un de mes tours. Donc j'ai dit qu'on pouvait placer un sort sur les emplacements qui sont ouverts. On peut aussi, quand on s'est concentré sur un bridge, donc par exemple à ce tour-ci, j'ai dépensé 2 éthers pour me faire un focus, donc je le tourne, par exemple comme ça. Même s'il n'est pas encore ouvert, je peux placer une carte. La différence avec un placement de carte de sort sur un emplacement ouvert et un emplacement qui est encore fermé, mais sur lequel on s'est concentré, c'est qu'au prochain tour, je peux utiliser mon sort sur cette case-là, mais je dois utiliser les sorts qui seraient placés sur des cases où on a fait un focus. Voilà cette différence. Donc la notion de sort dans le jeu est importante, on a des magiciens, et c'est les sorts qui vont permettre de faire beaucoup de dégâts sur le monstre. Donc voilà encore une particularité du jeu, plus la notion de point de vie sur les personnages, qu'on n'a pas souvent non plus dans les deck building, plus, pour les personnages, un sort de concentration, qui donc a une capacité spéciale qui va être déclenchée quand on aura un niveau de charge bien précis. Ce niveau de charge va dépendre, et cette action spécifique va être différente selon les personnages. Enfin, une autre particularité du jeu, c'est l'ordre du tour. Donc on a ici un deck d'ordre du tour qui est composé de cartes en fonction du nombre de joueurs. Et à quoi sert cet ordre du tour qui est finalement le point peut-être le plus important du jeu, celui qui va donner un peu de piment au jeu et qui va en rendre un jeu qui va faire que c'est un jeu avec beaucoup de suspense et beaucoup de crispation parfois. C'est qu'ici, l'ordre du tour, qui va être mélangé à chaque fois, ça va donner l'ordre de tour des différents joueurs. Donc on ne sait jamais qui est-ce qui commence, on ne sait pas qui est-ce qui va poursuivre le mouvement, et on ne sait pas à quel moment le Némésis, donc qui est le gros monstre qu'on doit abattre, va frapper. Sachant que dans un tour de jeu, il frappe 2 fois. Et que quand on est à 4 joueurs, on frappe chacun une fois. Quand on est à 3 joueurs, on tape chacun une fois, plus un coup pour un des personnages, à notre choix. Donc, si je vous fais voir le deck du turn order, de l'ordre du tour, on a bien 2 cartes Némésis dedans, qui vont indiquer que c'est le Némésis qui attaque. Une carte pour chaque joueur, numéroté 1, 2, 3, et un joker qui est ici. Donc là, les joueurs choisiront qui va agir. Une fois que les différents tours sont faits, on remélange ce deck, et ça repart pour autre chose. Donc chaque tour va être différent. À chaque tour, on n'aura pas le même ordre de jeu. Donc potentiellement, en plus en utilisant le joker qu'on a quand on est à 3 joueurs, un joueur pourra très bien jouer le joker, et au tour d'après, pour peu que sa carte soit en premier, rejoue une 3e fois, donc 3 fois de suite. Et c'est là que ça devient important de savoir, par exemple, l'utilisation du joker peut devenir un aspect très stratégique pour savoir, sachant qu'on peut jouer 2 fois, préparer des sorts à la première fois où on joue pour pouvoir les déclencher sur le joker ou l'inverse.
Donc voilà une autre particularité de ce deck building Ion's End. Au niveau des cartes de marché, donc ça fait assez classique pour un deck building. Là où c'est moins classique, c'est qu'on a énormément de choix sur les cartes de marché. Donc ici, vous avez 9 cartes sur le marché, elles ne vont pas bouger de la partie, ce sera toujours la même tout au long de la partie. Mais par contre, en début de partie, quand on compose ce marché, on a le choix parmi toutes ces cartes-là. Ça, c'est un exemplaire de chaque carte possible dans le marché. Alors effectivement, il y a mes 2 éditions, c'est peut-être pour ça, plus les extensions. Mais même, je crois que au niveau du jeu de base, c'est largement suffisant pour varier le marché. Alors, puisqu'on en est au marché, on va regarder un peu les cartes, parce que les cartes qu'on va acheter au marché vont arriver dans notre défausse, et donc vont composer notre future main quand on va jouer nos tours de jeu. Donc les cartes se composent toujours de la même façon. Vous avez 3 types de cartes. Ici on a les gemmes, c'est marqué à cet endroit-là. On a des reliques, et on a les sorts. Donc les gemmes, de manière générale, elles vont nous apporter ce qu'on a marqué ici, de l'éther. Donc ici on gagne 2 en éther. L'éther, je vous l'ai dit, c'est la monnaie du jeu un petit peu. Donc plus on va en avoir, plus on pourra faire des achats sur le marché. On pourra également augmenter son niveau de charge. Donc chaque niveau de charge coûte 2 éthers. Donc si j'ai 8, je pourrais charger entièrement ma charge ici et débloquer et utiliser mon pouvoir spécial. Une fois que j'ai utilisé le pouvoir spécial, hop, j'ai perdu les gemmes. Les gemmes, le niveau de gemmes peut aussi servir pour certains sorts, qui vont avoir plus ou moins de dégâts en fonction du niveau de notre charge. Donc ça c'est pour les gemmes, leur principale utilisation c'est l'éther, et puis les cartes ont donc un gain parfois, et un pouvoir spécial aussi. Le coût sur toutes les cartes, que ce soit les gemmes, les reliques ou les sorts, le coût de la carte, en éther, évidemment, se trouve en haut à droite. Donc vous voyez, on peut créer un marché avec différents coûts. Pas obligé il n'y a pas de séquence, il y a des marchés qui sont proposés, on peut choisir nous-mêmes, on peut faire une partie, on peut passer un peu de temps même à essayer de savoir ce qui est le mieux pour certains monstres. Donc les gemmes, on l'a vu. Les reliques. Donc les reliques, c'est souvent une utilisation one-shot, enfin one-shot, on l'utilise, on la défausse. Elles n'apportent pas d'éther, elles font une action. Parfois, il y a même des choix sur l'action. Donc ici, par exemple, cette action-là, c'est quoi? On va faire un focus sur le bridge de quelqu'un, donc de n'importe qui. Donc ça permet de faire pivoter une de ces tuiles bridge d'un cran. Donc ça peut être bien sympathique. Et cette carte a une particularité, je peux aussi la détruire. Donc ça veut dire que quand je vais la jouer, je la sors du jeu, elle ne sera pas dans ma défausse. Et ça va permettre de gagner 3 points de vie. On perd la carte, et donc son pouvoir spécial, mais on regagne 3 points de vie. Et enfin, on a les sorts, donc ici j'en ai 4, j'ai celui-là, et les 3 du bas. Donc le sort, c'est marqué ici. Donc le sort, on a l'action cast dessus, qui est en fait le jeter de sort, en fait c'est la première action de notre tour de jeu. C'est-à-dire quand on commence un tour de jeu pour un joueur, on commence par lancer les sorts, ensuite on fait notre tour d'action. Une fois qu'on commence le tour d'action, on ne peut plus lancer de sort. Mais je vais y venir en détail dans le tour de jeu. Donc voilà pour les cartes de marché, voilà comment se composent les cartes. Au tout début, on va avoir des cartes de ce type-là, donc chaque joueur a sur sa fiche un résumé bien précis de son deck de départ, donc celui qui sera à disposition, et l'ordre dans lequel il se trouve. Donc ici il est marqué 3 cristaux et 2 sparks, on les mettra dans cet ordre-là, 3 cristaux et en dessous 2 sparks, et même sa main de départ. Donc on ne mélangera pas, on ne tirera pas au hasard sa main de départ, elle est imposée. Donc la main de départ, je l'ai mis pour chaque joueur en dessous ici, hop, vous l'avez ici aussi. Donc si je prends la main de départ de Adalheim, il a 2 sparks, ce qui sont 2 sorts, 2 cristaux, et un pouvoir spécial ici, que lui seul possède. Donc ici c'est une gemme, c'est pas un pouvoir spécial mais c'est une gemme, mais elle a un texte un petit peu spécial. Donc vous avez déjà une différence de départ au niveau des personnages, et des personnages il y en a pas mal aussi dans le jeu. Si les fiches de personnages,
Je vais vous faire voir une fiche. Vous avez un résumé, un petit background derrière, une illustration, et puis un plus gros zoom sur le personnage. Ici, un endroit pour mettre le numéro du joueur, parce qu'effectivement, on a vu qu'on avait le turn order qui nous indiquait un numéro. Bah, du coup, on met un numéro pour chaque joueur, pour le différencier. Ces points de vie ici. Donc les points de vie, j'ai des D10 que j'ai eu sur qu'ils ont offert ou qui est en add-on sur un jeu. Mais sinon, il y a des petits jetons, des petits tokens pour les avoir. De la même façon, on va voir dans le jeu, donc il y a les points de vie qui sont ici. Et on a deux types de gemmes. On a les gemmes de charge, donc, qui sont les cristaux bleus que je pourrais placer pour mettre mon niveau de charge. Et les cristaux jaunes qui seront utilisés pour les monstres. On va voir pourquoi. Deux derniers points. Le Némésis, il y a une utilisation de tokens pour le Némésis qui vont me permettre de faire une sorte de compte à rebours. Donc là, c'est pareil, le Némésis, si jamais il n'a plus de token de Némésis, on perd la partie. Donc, en fait, systématiquement, en fait, il y a une sorte de background pour le Némésis, pour le monstre, donc, qui indique ce que représentent les gemmes du Némésis et qu'est-ce qui se passe quand il n'y en a plus. Donc, il y a toujours une petite explication thématique pour ces jetons, qui sont un peu des jetons génériques pour expliquer l'action du Némésis et la condition de défaite. Donc, on répète les conditions de défaite. Ici, par exemple, pour ce Némésis-là, s'il n'y a plus de token du Némésis ici, je perds la partie. Si mes trois bonhommes sont KO, donc à 0 point de vie, je perds la partie. Si Gravehold est à 0, je perds la partie. Et ma seule manière à moi de gagner, c'est de passer à 0 le Némésis. Donc là, sur cette partie-là, le Némésis a 70 points de vie, notre Gravehold démarre à 30, et chaque joueur a 10 points de vie. Et il y a 8 gemmes pour le Némésis. Donc, ensuite, le point qui va nous changer aussi des deck building, peut-être un point important, et c'est aussi une raison pour laquelle vous voyez, mes cartes elles sont pas slivées, c'est qu'on ne mélange jamais sa défausse. Habituellement, je pense dans 95%, 99% des deck building, quand on défausse des cartes, une fois qu'on doit piocher une carte dans son deck qu'il n'y en a plus, on prend sa défausse, on brasse les cartes, on les mélange, et ça recompose son nouveau deck. Ici, pas du tout. Quand je vais avoir admettons qu'ici, toutes mes cartes soient défaussées, et bien, quand je dois piocher que j'ai plus rien, je prends mon deck, hop, je le retourne comme ça. Et c'est tout. Alors déjà, premier avantage pour moi, qui est énorme, c'est de ne pas mélanger et de ne pas abîmer les cartes, et donc de ne pas avoir un besoin absolu de les sliver, parce qu'elles sont correctes en résistance. Mais autre chose, c'est qu'on peut choisir, du coup, à certains moments, comment on va défausser. Parce qu'il y a des règles pour la défausse. Donc elles ne sont pas compliquées. La première règle, c'est quand j'utilise un sort. Si j'ai un sort, si j'en ai un ici, admettons que j'ai un sort ici qui était préparé sur mon bridge, je le joue. Donc quand je joue un sort, dans la phase de jet de sort, en fait, je le défausse tout de suite. Je fais l'action, je le défausse tout de suite. Il vient dans ma défausse immédiatement. Quand je joue les cartes pendant ma phase d'action, je les joue, je les place à côté, et ensuite, à la fin de mon tour, je vais les défausser. Mais là, je choisis l'ordre dans lequel je les mets sur la défausse. Donc ça veut dire qu'on a une petite partie tactique, ou une sorte de contrôle un peu de son deck, pour arranger les cartes dans l'ordre que l'on veut. Sachant que celles qu'on va mettre en premier, c'est celles qui ressortiront plus rapidement la fois suivante. Donc il y a les sorts, et il y a et les cartes que l'on gagne aussi. Donc quand on achète une carte, elle vient immédiatement sur la défausse. Elle ne vient pas dans la main et on ne la met pas l'après. Évidemment, comme dans beaucoup de deck building, il y a des cartes qui nous permettent qu'une carte qu'on a achetée vienne sur le dessus du deck. Ça arrive. Et voilà pour les particularités du jeu. Donc je vais faire un début de tour. Je vais faire quelques petits tours pour vous faire voir la mécanique, repréciser. On va préciser le tour de jeu, comment ça se déroule, faire quelques tours. Et s'amuser un petit peu avec Ion's End. Donc notre Némésis ici, je vais vous rapprocher,
C'est Umbra Titan. Il a 70 points de vie. On a le setup du Nemesis qui se trouve ici, derrière, ainsi que sa difficulté. Donc celui-là, c'est un petit rigolo, on va dire, qui est pourtant pas si simple que ça à battre, mais c'est un petit rigolo. Il a un niveau de difficulté de 3. Je crois que ça va jusqu'à 7 ou 8. Je ne sais pas s'il y a plus. Ici, on indique qu'il y a 8 tokens du Nemesis. Ici, on a un background. Donc c'était on pensait au départ que c'était une sorte de mignon qui n'était pas très dangereux, mais c'est avéré de plus en plus dangereux. Et il creuse des galeries en fait sous Gravehold. Donc qui sont représentées, en fait, cette destruction de Gravehold par le sous-sol est représentée par les tokens. Ça veut dire qu'en fait, plus on va perdre de tokens ici, plus les fondations de Gravehold vont s'affaiblir. Et effectivement, quand il n'y a plus de tokens ici, Gravehold est englouti par la terre et disparaît à jamais. Sur les cartes de Nemesis, vous allez avoir différents pouvoirs propres au Nemesis. On a plusieurs Nemesis qui existent dans le jeu, je vous ai fait voir la carte tout à l'heure. Certains ont une carte supplémentaire même, parce qu'il y a des règles différentes pour le Nemesis. Et ça aussi, ça va vous donner un changement dans les parties et un côté rejouabilité énorme. Donc souvent sur le Nemesis, vous avez un pouvoir Unleash, qui sera révélé par les cartes qu'on va avoir dans le deck ici, et qui est expliqué ici. Donc ici c'est simple, Unleash, c'est s'il y a une carte Nemesis dans la défausse du turn order card de la carte de tour, ici, donc ça veut dire qu'en fait quand je retourne une carte, bah tiens par exemple ici, si jamais quand je joue les cartes de Nemesis, ou si jamais pendant le tour du Nemesis il y a un pouvoir Unleash qui se déclenche, on considère qu'ici il y a une carte dans la défausse, et donc pour ce Nemesis là, ça indique qu'un des joueurs prend 2 dégâts. Si jamais il y avait 2 cartes au lieu d'une au moment d'un Unleash, au lieu d'avoir 2 dégâts sur un des personnages, c'est 2 dégâts sur Gravehold. Il y a des cartes qui déclenchent 2 fois le Unleash. Donc selon le moment où elles vont le déclencher, selon ce qu'il y a dans le tour, là, ce qui a été joué, ça peut avoir son importance. Et si... Alors, à la place de ça, on peut décider de perdre un token de Nemesis. Sachant qu'on en a que 8 et qu'à 0, on perd. Mais c'est une manière de pouvoir potentiellement résister aussi et de ne pas prendre de dégâts. Ici, vous avez un niveau de difficulté supplémentaire. On peut commencer, au lieu de 8 tokens, avec 5 tokens sur le Nemesis. Bon courage. Donc ici, la règle additionnelle, vous voyez, il n'y a pas trop de règles sur celui-là, j'en ai pris un simple. C'est que dès qu'il n'y a plus de tokens du Nemesis, Gravehold s'écroule et on a perdu la partie. Donc je vais brasser ces cartes-là, les mélanger. Depuis que je regarde la zone jeu de société, je n'arrête pas de dire brasser et piger les cartes, mais je vais les mélanger. Hop. Et je vais placer ici, quand je ferai les tours de jeu, je vais voir si ça marche bien, je vais placer sur ce petit porte-carte là, les différentes cartes des joueurs. Comme ça, je ferai mes choix et je vous les ferai voir en même temps. Donc là, pour l'instant, on va mélanger les cartes du Nemesis. Toc, toc, toc. Donc c'est les seules cartes qu'on va vraiment brasser à chaque tour. Enfin, une fois qu'on aura passé tout ça, qu'on mélangera. Et éventuellement, vous pouvez sliver celle-là. Et donc, on est parti. Donc la première chose qu'on fait à chaque tour de jeu, c'est de déterminer qui joue. Eh bien, on commence très fort, c'est le tour du Nemesis. Donc on n'a pas encore commencé à réagir que le Nemesis agit. Donc le tour du Nemesis, c'est quoi? Donc une fois que j'ai pris la carte, je la mets directement dans la pile de défausse du tour de jeu, pour être certain qu'on joue bien. Donc le tour du Nemesis, c'est 2 choses. Si il a des cartes qui sont ici, qui sont présentes, on joue chaque carte, chaque effet de carte présent, de la gauche vers la droite. Donc s'il a 3 cartes, on va faire les effets qui sont sur chacune des cartes, à chaque fois que le Nemesis agit. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Ici, on n'a pas de carte, donc on passe cette partie de résolution d'effets. Une fois qu'on a fait les effets, on pioche une carte Nemesis. On la pioche, et vous allez avoir différentes cartes du Nemesis. Ici, on se retrouve avec une carte qui s'appelle Decimate, et c'est une attaque. Les attaques, donc vous voyez en bas à droite,
c'est le niveau de la carte Némésis. Donc je vous ai dit qu'il y a 3 niveaux de difficulté. Les premières cartes, elles sont au niveau 1, ensuite on va passer au niveau 2, et ensuite au niveau 3. Et plus on ira loin, donc plus le jeu va durer, plus ce sera dur. Donc là, l'attaque, qu'est-ce que ça va faire? C'est pas une carte qui va rester ici. On va la jouer et on va la défausser immédiatement dans la défausse du Némésis. Donc ici, ça nous explique quoi? Qu'on fait un unleash 2 fois, donc on va faire le pouvoir unleash 2 fois de suite, puis qu'un joueur va gagner 2 charges. Ou que Gravehold va prendre 4 dégâts. Donc on est en début de partie, le unleash, en fait ça revient à prendre 4 dégâts en tout sur mes joueurs, donc deux joueurs vont prendre 2 dégâts, mais ça va nous permettre de gagner 2 charges. Ou sinon on fait perdre à Gravehold 4 dégâts, Gravehold va prendre les 4 dégâts. Donc 4 dégâts, hop, sur la petite molette ici, je vais passer à... donc je fais n'importe quoi, hop, à 26. Je vous rappelle, si on tombe à 0, c'est fini pour nous. Donc le Némésis, voilà, le tour de Némésis est terminé. Il était simple, parce que c'est le début et qu'il n'y a pas de cartes en jeu. En plus des cartes attaque, pour le Némésis, on peut avoir des cartes minions. Donc les minions sont des monstres qui vont avoir un nombre de points de vie, un pouvoir qui va se déclencher à chaque tour ici. Parfois il peut se déclencher aussi quand ils arrivent. Ils ont parfois des pouvoirs où il y a marqué immédiat, qui vont se déclencher lors de l'arrivée, un pouvoir permanent, ongoing, qui va être à chaque tour du Némésis. Vous aurez aussi des cartes minions, attaque et pouvoir. Donc les cartes pouvoir, c'est des sortes d'attaques aussi. Donc c'est un pouvoir qui se déclenche comme un sort de magie pour nos magiciens un petit peu, à savoir qu'ils ont un timer dessus. Le timer il va être représenté par des petites gemmes de pouvoir. Donc selon le niveau, 2, 3 ou 1, on va mettre le nombre de gemmes. Quand on fait le tour de jeu du Némésis, on résout les cartes des minions par exemple, on retire pour chaque carte où il y a des jetons de pouvoir, un jeton de pouvoir, et dès qu'on retire le dernier, on déclenche le pouvoir. Donc ça fait une sorte de sort pour le Némésis qui se déclenche. Un retardement avec un timer, ce qui fait que nous, de notre côté, on peut essayer d'évaluer la difficulté et agir en conséquence. Donc on a fait le tour du Némésis, on part au tour suivant, on va aller un peu plus vite maintenant. 3, donc le joueur 3, qui c'est Aldhelheim, donc j'ai mon compteur 3. Donc Aldhelheim, qu'est-ce qu'il a comme main? Il a sa main de départ. Hop, donc il a 2 cristaux, 2 sorts. Et l'Amethyst Shard. L'Amethyst Shard lui permet de gagner un éther, et en plus, un allié, donc un des autres mages, peut piocher une carte et en défausser une de sa main. Alors, en début du jeu de partie, et vu les decks qu'on a, c'est pas forcément utile. J'ai pas trouvé par rapport à ce que j'ai utilisé. Mais il y a des moments, ça peut être sympa pour essayer de dégager un cristaux qu'on n'a pas réussi à détruire, par exemple, ou qui traîne dans notre deck, et de récupérer une carte qui est plus puissante. Donc ce qu'on peut faire, si on regarde la fiche du personnage, on peut placer un sort ici. Donc ça veut dire que je peux prendre ici, avant de jouer, ce que j'aurais dû faire. Si jamais j'avais des sorts ici, j'aurais pu les déclencher. Donc je décide de déclencher mes sorts ou pas. Si je ne le déclenche pas, je passe à ma phase d'action, et à ce moment je ne déclenche plus mes sorts. Je vous rappelle, si jamais j'avais un sort ici, je peux ou pas le déclencher. S'il était sur une carte, il faut que je le remette à l'endroit, comme c'était prévu au début. Si c'était sur un bridge qui est fermé, mais sur lequel j'avais fait une concentration, un focus dessus, j'étais obligé de déclencher le sort. Donc pour l'instant, ce que je peux faire, c'est, je prends un sort, donc je ne l'ai pas déclenché, mais je le prépare. Donc vous voyez, je prends le sort, je le prépare, je le mets ici. Puisque l'open bridge, je le remets un sort. Ça veut dire que la prochaine fois que je vais jouer, je vais pouvoir le déclencher pour faire un dégât. Le dégât, on pourra l'appliquer soit au Némésis, il n'y a rien qui m'en empêche, soit à un minion qui traîne. Donc là aussi, il y a encore un choix à faire entre se dépêcher de taper le Némésis
Donc se dépêcher de taper les minions qui vont nous faire des effets à chaque fois que le Némésis va jouer. Donc là j'ai préparé un sort. Le deuxième, je ne peux pas le mettre, sauf si je fais un focus sur mon Close Bridge. Et sinon, j'ai 3 éthers. 3 éthers, à quoi ils peuvent me servir? Je peux en utiliser 2 si j'ai envie pour créer une charge ici. Ou je peux utiliser les 3 pour acheter une carte sur le marché. Donc là, on est au tout début. Ce qu'on va souvent faire, c'est acheter des cartes qui vont nous permettre de gagner plus d'éthers pour acheter des cartes plus importantes par la suite. Alors celle-là est intéressante, c'est qu'au bout d'un moment, c'est que même plus tard dans la partie, elle sera intéressante car elle me fait gagner de l'éther, certes, mais en plus je peux la défausser. Je peux défausser une autre carte pour gagner 2 charges et donc augmenter mon pouvoir plus rapidement. Donc je vais prendre celle-là par exemple. Donc ici je cumule mon éther, j'ai 1, 2, 3. Celle-là elle vaut 3. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit que quand on gagnait une carte, quand on l'avait achetée, on la place directement dans la défausse. Ensuite, donc celles-là elles sont utilisées. Je pourrais décider d'utiliser le pouvoir de la carte, mais je ne le fais pas pour l'instant, qu'un autre allié pioche une carte et en défausse une. Il me reste le sort qui est ici, donc j'ai le choix, je peux le défausser et mettre dans la défausse, ou le garder pour le tour suivant. Je ne suis pas obligé de défausser entièrement ma main, comme dans beaucoup de deck building où on utilise tout ce qu'on peut, on défausse tout et on repioche 5 cartes. Là, je peux très bien dire, je le défausse ou je le garde, je peux le garder. Je vais défausser mes autres cartes, et là, pour ces cartes que je viens de jouer, je peux choisir l'ordre dans lequel je mets dans la défausse. Donc je peux très bien dire, je vais mettre celle-là à côté de la carte que je viens d'acheter, les 2 autres après, et celle-là, je vais la garder sur ma main. Une fois que j'ai fait mon tour de jeu, je repioche jusqu'à avoir la taille de ma main maximale qui est de 5. Donc 3, 4 et 5. Le tour de jeu d'Adelheim est terminé. On arrive sur le turn order, on retourne la carte suivante. Joueur numéro 2, c'est Reeve. Donc pareil, Reeve, on prend son tas de cartes. Il faut que je retire cette carte-là qui était pour l'exemple. Donc Reeve a aussi une carte spéciale, elle c'est une gemme, l'Obsidian Shard. Elle a 2 cristaux, 2 sparks. Donc un peu la même composition que Adelheim. La différence, c'est que l'Obsidian Shard, qui nous permet de gagner un éther, on peut en gagner 2 autres en plus si on prend un dégât. Donc ça peut être sympa aussi. Ça pourrait me monter à 3 et 2, 5 éthers et 5. Je commence à avoir beaucoup de choix sur mon marché à 5. J'ai toutes les cartes disponibles. Celle-là, celle-là, celle-là. Toutes celles qui sont en dessous de celle-là, je peux les acheter. Donc après, le but du jeu, ça va être de savoir quel type de carte on va vouloir prendre et comment on veut que l'équipe fonctionne. Parce qu'effectivement, tout le monde peut prendre toutes les cartes. On peut très bien faire chacun son truc. Je prends celle-là, je prends un peu de tout. Mais il faut savoir que Aeon's End a une approche quand même qui encourage à la spécialisation. C'est pas obligatoire, je pense qu'on peut s'en sortir sans, mais ça peut encourager à la spécialisation. La première partie que j'avais faite à Essen en 2016, j'avais joué avec 2 Anglais. Il y en avait un qui avait pris des pouvoirs de monstres, enfin de puissance et de dégâts. Moi, j'avais fait en sorte d'avoir des pouvoirs qui permettaient de redonner des points de vie à Gravehold ou aux joueurs. Et on avait un autre joueur qui était un peu mitigé, qui était un peu balancé sur les 2 aspects. Et on s'en est sorti parce que j'ai réussi, moi, de mon côté, à pouvoir empêcher que Gravehold soit détruit, et parce qu'on a réussi à faire des gros combos de dégâts, parce qu'un des joueurs avait choisi de faire la voie qui amenait beaucoup de dégâts. Donc c'est aussi un côté très intéressant du jeu, c'est de pouvoir se spécialiser un petit peu, et de se concerter avec les autres pour savoir comment faire. Il y a quand même un aspect coopératif. Le jeu est malgré tout, même s'il se joue très bien en solo, vraiment il est très agréable en solo, l'aspect coopératif est tellement sympa dans le jeu qu'il est très agréable aussi à plusieurs, et qu'il donne des sensations différentes à plusieurs, enfin 3 joueurs ou 4 joueurs, qu'en solo. On a vraiment l'impression de préparer quelque chose et de combattre et d'empêcher Gravehold de sombrer, et c'est vraiment très sympa. Donc,
J'ai placé ces cartes. Comment je vais les utiliser? Je suis en train de batailler avec mon micro. Donc on a potentiellement 3. Là, ce que je vais faire, c'est que dès le départ, je vais me prendre un dégât. Donc elle va prendre un dégât. Elle va prendre un dégât pour pouvoir avoir 5. Donc je vais passer son petit dé sur le 9. Ce qui fait qu'elle va avoir 1, plus 2, 3, 4, 5 éthers. Et elle va prendre un sort qui va faire mal. Dès le début du jeu, qui peut être très important, c'est celui-là que j'avais pris dans le marché, que je trouvais très fort sympathique, le Darkfire. Donc quand on lance le sort, on peut défausser jusqu'à 2 cartes de sa main, et chaque carte défaussée va créer 3 dégâts. Donc ce qui nous fait potentiellement un combo de 6 dégâts, contre 2 cartes défaussées, qui peuvent être des cartes de ce style-là, qu'on défausse. Ce qui veut dire que tôt dans le jeu, on peut faire des dégâts, au cas où on se retrouverait, alors pas forcément pour le Némésis, mais ça peut être intéressant de le taper assez rapidement, mais si jamais des minions apparaissent, ça permet de les éliminer rapidement. Parce qu'on a peu de cartes, donc le deck tourne rapidement encore, et ça permet de protéger un peu le groupe. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut prendre beaucoup de cartes comme ça, et se prendre des dégâts très souvent, parce que les dégâts, on a du mal à se les soigner quand même dans le jeu. Il y a très peu de cartes, là sur le marché j'ai une carte qui me permet de le faire, celle que je vous ai fait voir tout à l'heure. Mais sinon, il n'y a pas d'autre moyen de récupérer des points de vie. Donc, enfin, après, parfois, il y a peut-être des... dans le jeu, j'en ai pas d'autres. Mais voilà, donc il ne faut pas non plus sacrifier trop de points de vie. Donc celle-là, je la mets dans la défausse. Hop. Dans la défausse, parce que je l'achète directement. Donc celles-là, elles ont été utilisées. Et puis, il me reste 2 sorts, je vais en préparer un. Et l'autre, je vais le défausser. Je ne vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite. Je vais le défausser. Donc je choisis aussi dans quel ordre je vais replacer mes cartes. Donc hop, hop, hop. C'est la fin de son tour de jeu. Tour suivant. Le turn order. Ouf, le deuxième coup du Némésis qui arrive. Donc, vu que tout à l'heure c'était une carte d'attaque, il n'y a toujours rien qui traîne, qui va nous faire des dégâts. Et on pioche une carte. Donc voilà une carte pouvoir. Il y a marqué power, un cri ou un... Oui, si, c'est un cri sismique. Alors, sur les cartes pouvoir, comment ça se passe? Il y a une condition pour détruire la carte pouvoir. Ça veut dire qu'on peut la contrer. Vous voyez, la condition ici, c'est de dépenser 6 éthers. Donc il faut réussir à accumuler 6 éthers dans un tour. On ne l'a pas encore fait, je pense. On n'était pas loin avec les 5 de Rive, mais c'était en sacrifiant un peu de points de vie. Ça veut dire qu'on peut contrer cette carte et la renvoyer dans la défausse, sans qu'elle ait déclenché son effet. Ensuite, en dessous, il y a marqué Power 3. Ça veut dire que je vais placer la carte ici, lui mettre 3 gemmes de pouvoir. Et c'est tout pour ce tour-ci. Par contre, si dans le jeu, si à un moment, cette carte est toujours là, que je n'ai pas réussi à la détruire, à la défausser, et que je retire la dernière gemme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de gemme, là je déclencherai le pouvoir qui est indiqué dessus, qui indique que lui, il perd 2 tokens, qu'il n'en resterait plus que 6. Vous voyez que ça peut aller très vite, on n'est que sur des cartes de niveau 1. Donc il y a parfois, il va falloir donner des priorités à ce qu'on va vouloir faire. Les 6, ça peut être intéressant de les dépenser, effectivement, on pourrait acheter des cartes puissantes, mais ça pourrait être intéressant de contrer cette carte-là avant qu'elle se déclenche. Sinon, on raccourcit énormément notre durée de partie. Donc le tour du Némésis est terminé. Vous voyez, les tours de Némésis sont relativement courts. Ils seront un petit peu allongés, mais pas beaucoup, quand il y aura 1, 2, 3 ou 4 cartes. Maintenant, si vous avez 4 cartes ici, c'est que vous êtes quand même mal barré, c'est que vous ne les compterez pas assez. Sauf si vous faites une course et un rush pour essayer de tomber à 0, mais il a 70 points, c'est un peu long. Donc le tour du Némésis est terminé. Le jour suivant. C'est celui qu'on n'avait pas encore vu.
Xaxos. Donc, Xaxos, il a aussi lui une carte différente, une carte classique. Il a beaucoup de cristaux. Beaucoup de cristaux et un sort. Donc le sort, je vous l'ai dit, il faut le préparer. Donc je vais le préparer sûrement tout de suite. Son sort, c'est de révéler la carte du dessus du deck de tour et de la replacer après quand on l'a vu. Et si jamais c'est une carte qui indique un numéro de joueur, la carte fait 3 dégâts. Si c'est une carte de Némésis, ça ne fait que 1 dégât. Donc vous allez voir qu'en cours de partie, cette carte peut être intéressante avec d'autres cartes qui permettront de regarder le début, à quoi ressemble la carte du dessus du deck du tour de jeu. Donc pour l'instant, ce sort, je vais aller le préparer. Donc hop, je prépare mon sort. J'ai, comme tous les mages, un open bridge qui est ouvert ici. Je le place dessus. Et ensuite, j'ai 4 éthers. Donc ce que je vais faire avec mes 4 éthers, vu que, vous allez voir, le starting deck, il a beaucoup de cristaux, Xaxos. Ça veut dire que dans la prochaine main que je vais avoir, là j'avais 4 cristaux, je vais encore en avoir 4. Donc là ça peut être intéressant, éventuellement, d'utiliser 2 cristaux pour faire un focus de mon bridge ici. Donc c'est-à-dire je vais le tourner. Toc. Et refaire une autre fois la même action. Et de retourner encore ce bridge. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce bridge-là, si j'ai envie de l'ouvrir, il me coûte 3 éthers et il sera ouvert. Alors qu'au départ, il m'en coûtait 5 pour l'ouvrir. Donc ça veut dire qu'en faisant du focus comme ça, en étalant sur plusieurs tours le focus, ça permet d'ouvrir à moindre coût, ou du moins sans dépenser un gros montant d'éther, d'ouvrir le bridge. Le prochain coup, si je me focus encore, il ne sera que de 2. Donc j'ai utilisé toutes mes cartes. Ici, pas besoin de trier, c'est les mêmes cartes, je les mets dans la défausse. Alors normalement, ce que j'ai pas fait, parce que j'avais la caméra en main, c'est qu'une fois qu'on a joué son jeu, on retire 5 cartes. Alors là c'est facile, il y a 10 cartes dès le départ. Donc de toute façon, pour tous les joueurs, je prends leur deck et je les mets, je les passe, c'est leur main. Ici, si je l'avais fait pour lui, j'ai repioché. Et il reste une carte. Et oui, il reste la carte Joker. Et là, les joueurs choisissent la personne qui va refaire son tour. Donc là, c'est pareil, ça va changer vos parties, parce que selon qui va jouer là, vous allez faire des choses complètement différentes. Ça va être les cartes ici, bon, elles sont limitées en quantité, mais il y en a encore assez au début du jeu. Mais là, c'est le moment de regarder qui est-ce qui peut faire quelque chose, soit faire des dégâts, parce qu'on a vu que lui, potentiellement, il peut faire des dégâts. Il pourrait faire 3 dégâts avec sa carte. Est-ce que quelqu'un a plus d'éther dans sa main? Donc là, c'est facile, chaque joueur peut dire, chaque joueur regarde sa main, pour essayer de savoir s'il y en a un qui est capable de contrer cette carte-là. Et les joueurs décident, est-ce qu'on la contre tout de suite, est-ce qu'on attend encore un petit peu? On peut attendre, potentiellement, là le deck il est vide, donc on va repartir sur un tour complet, mais ici, ça peut être déclenché 2 fois, il n'y a pas de souci. Il ne se déclenchera pas encore. Donc on a encore un peu de temps pour réussir à faire une main qui va faire 6 dégâts, 6 éthers, et défausser cette carte. Mais parfois, vous n'aurez que 2 pouvoirs, ou un pouvoir selon les cartes, et là, il faudra peut-être se dépêcher de contrer ces cartes pouvoir. Donc, comme on l'a fait, on repart sur un nouveau tour, je vais mélanger les cartes du tour. Hop. Voilà, hop, je la recoupe, hop. Je les replace ici, et on est parti pour, à nouveau, déplier ces cartes-là, et ainsi de suite, continuer nos tours de jeu. Donc j'en fais quelques-uns. Je pense qu'au bout d'un moment, vous aurez compris la mécanique, je vais attendre de pouvoir lancer quelques sorts, et voir des minions aussi qui apparaissent. Je pense que j'irai pas au bout de la partie, je sais pas si c'est super intéressant tout le temps de voir une partie. Le jeu est très intéressant. Le voir en vidéo, une partie complète, je sais pas si c'est super intéressant.
Moi je préfère y jouer que regarder une vidéo complète d'une partie. Surtout que la mécanique, là, une fois que vous l'aurez vu tourner, vous verrez vraiment si ça vous plaît ou pas, et vous verrez vraiment tout l'aspect mécanique. Ce qui va changer, après ce que vous ne connaîtrez pas, c'est les différents Némésis, les différents personnages. Je vous expliquerai aussi les pouvoirs spéciaux qu'ils ont chacun, sachant qu'on a pas mal de personnages dans le jeu, et donc on a autant de compositions d'équipes qu'on peut... Ça fait beaucoup de compositions différentes possibles pour les équipes, et c'est toujours intéressant d'avoir ce niveau de richesse et de changement, de variabilité dans le jeu. Donc on tire notre première carte, on se retrouve encore avec le Némésis qui joue en premier. Donc là, on a une carte, Némésis Card in Play, on en a une. Qu'est-ce qu'on fait pour les cartes pouvoir? On retire un token. Donc il ne reste plus que 2 tours avant de déclencher son pouvoir qui est de supprimer 2 tokens du Némésis. Une fois qu'on a fait les cartes au milieu, on prend une carte. C'est encore une attaque, donc les attaques elles font souvent très mal. L'attaque est faite, qui est trash, la poubelle. Unleash, donc le Unleash, on a eu le Unleash, c'est le pouvoir qui est marqué sur la carte du Némésis. Quand il n'y a qu'une seule carte, c'est 2 de dégâts sur un de mes joueurs. Donc je vais choisir sur qui je vais le faire. Donc elle a déjà 9, je ne vais pas le faire à elle. Je vais prendre lui, je le mets à 8. Et ensuite, les joueurs collectivement, donc l'ensemble des joueurs, doivent défausser 2 cartes en main. Donc c'est sur les 3 joueurs où on choisit entre nous qui est-ce qui va défausser en tout 2 cartes. Enfin donc ça peut être 1 et 1, 2 pour une personne. Si je regarde les cartes, je vais lui faire défausser son sort à lui, c'est pas très important. Donc du coup, vu qu'on me dit défausser, je défausse et je le mets ici dans ma défausse. Et je vais lui faire défausser aussi son sort à lui. Hop, j'ai défaussé un sort d'attaque de 1. J'ai défaussé 2 cartes, collectivement, entre mes joueurs. Donc, la carte attaque est résolue, on la place dans la défausse, et on passe au joueur suivant. C'est donc le joueur numéro 2. Vous voyez qu'on a changé l'ordre du tour. Hein. Tout à l'heure, c'était Adeline qui avait commencé. Là, maintenant, c'est Reeves. Et c'est un côté super sympa, c'est qu'on ne sait pas qui est-ce qui va commencer. Donc il faut être prêt à tout, il faut être prêt à pouvoir faire quelque chose, faut être prêt il y a un moment dans la partie, vous allez espérer que c'est pas la carte Némésis, parce que sinon vous savez que ça va faire des dégâts, enfin plein de choses comme ça. Surtout qu'on connaît les effets des cartes pouvoir par exemple, donc on sait ce que ça va créer. Il y a certaines cartes pouvoir qui peuvent supprimer des sorts qui sont préparés. Il y a certaines cartes pouvoir qui vont supprimer par exemple le sort le plus cher parmi les joueurs. Et là, forcément, on espère que c'est pas une carte Némésis qui sort quand on a préparé un gros sort et qu'on s'attend à pouvoir détruire un minion, par exemple. Donc voilà, c'est toute cette tension dans le jeu qui est bien sympathique. Donc le deuxième tour pour Reeve, qu'est-ce qu'elle a comme carte? Maintenant elle n'a pas défaussé de carte. Elle a 2 sorts de préparer et 3 cristaux. Mais avant de s'en occuper, je peux décider de lancer mon sort ou pas. C'est un open breach. Donc j'ai le droit de dire, celui-là je le garde, il est préparé, je le garde pour plus tard, ou je le déclenche tout de suite. Donc ici on n'a pas de minion en jeu, donc on pourrait très bien garder la carte. Maintenant je peux très bien dire, le Némésis, il a 70 points de vie, on peut commencer à lui faire des dégâts. Donc je déclenche mon sort, je le lance, je résous l'effet cast de la carte, faire un dégât, donc je la mets dans ma défausse, et je fais un dégât, je vais réduire la roue du Némésis à 69. Année érotique. Donc elle a fait sa phase de lancer de sort. Elle peut maintenant faire son tour d'action, donc utiliser ses cartes. Donc tout de suite ce que je peux faire c'est repréparer un sort. Il sera prêt pour le prochain tour. Donc je le mets sur l'open breach pour l'instant. Et ce que je peux faire, c'est que je vais... Pour Reeves, son deuxième cercle de magie est assez proche de l'ouverture. Donc il coûte 3 à ouvrir, donc je pourrais l'ouvrir tout de suite. Ou je pourrais faire seulement un focus avec 2. Mais sachant que de toute façon, garder un point, un éther, ça ne me sert à rien pour l'instant, je peux décider de dire, je dépense 3,
3 éthers, ça open le breach. Hop, il est ouvert. Et je vais en profiter pour placer mon deuxième sort. Donc j'ai 2 sorts de préparés. Ils sont légers, c'est des sorts qui font 1 de dégâts. Mais ils sont prêts pour attaquer la prochaine fois que Reeve jouera. Ou pendant le tour où on aura le Joker à jouer, potentiellement. Donc les 3 sont utilisés. Là, j'ai pas de choix à faire dans ma défausse, ça se place par-dessus. Reeves a joué son tour. Elle doit reprendre 5 cartes. Il n'y a plus rien dans son deck. Donc, et là, tous ceux qui aiment les deck building vont apprécier ce côté sympathique, où on n'a pas besoin de mélanger, mais on fait hop, et voilà, mon deck il est prêt. Et ça, surtout quand on joue en solo, c'est bien agréable. Donc son tour à Reeves est terminé. Maintenant, nouveau tour, c'est le tour d'Adelheim. Donc Adelheim, il a aussi un sort qui est prêt, donc il ne va pas s'embêter, il va le balancer, hop, ça vient ici, encore un point de dégâts pour le Némésis, il tombe à 68, waouh, on est dégueu. Et il va pouvoir jouer sa main. Donc lui, sa main, vu qu'il a défaussé une carte à cause de la précédente attaque, il n'a plus que 4 cartes. Et avec les 4 cartes, il peut choisir de mettre 2 charges, une charge ou 2 charges. Il peut choisir de faire un focus sur un de ses bridges, mais vu qu'il n'a pas de sort à lancer dans l'immédiat, c'est pas forcément pressé. Ce qu'on va faire justement, c'est qu'on va aller acheter un sort, et on va acheter celui-là. Hop, il coûte 4, j'ai 4 éthers, donc celui-là il va venir dans ma défausse, et ce sort de Carbonize, il fait 3 dégâts quand je vais le lancer. En plus des 3 dégâts, je révèle la carte du dessus du turn order deck, donc là où on a les tours de jeu, et on peut choisir de mettre cette carte tout à la fin du deck. Donc évidemment, ça peut être super sympa pour éviter d'avoir une carte Némésis trop tôt, si on sait qu'il faut absolument qu'on fasse une action avant le tour d'un Némésis. Ça permet également de se rendre compte de ce qu'on a comme carte ici, et ça peut aider Xaxos avec son sort de flair qui permet de faire 3 dégâts quand le carte du dessus n'est pas une carte Némésis. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'interactions comme ça entre les différentes cartes et entre les différents joueurs. Et après, les actions vont se mettre en place tout au long de la partie, parce qu'on va connaître plus les cartes des autres, chaque joueur va connaître mieux son deck, et on va pouvoir commencer à combiner, à se dire attention, tiens, j'ai ça, on va pouvoir enchaîner avec ta carte, et ainsi de suite. Et c'est là que l'aspect coopératif du jeu est vraiment très important et très agréable. Je trouve que parfois, même dans les... je prends un deck building très connu comme Legendary Marvel. Alors peut-être qu'avec avec les différentes extensions, les différentes choses qui sont ajoutées, c'est un peu mieux, mais ça reste, je trouve, potentiellement on peut jouer chacun son tableau à détruire des cartes. De toute façon, au départ, il était prévu comme ça, où chacun... C'est un jeu coopératif, mais on compte le nombre de points pour chacun. Dans ce genre de jeu, je trouve que la coopération est en second plan. Parce que finalement, déjà, on utilise toute sa main, donc on optimise l'utilisation de sa main. Alors qu'ici, on peut faire des choix. On a de la temporisation, on a du timing, et des choix sur les cartes, et de la coopération. Ce qui n'empêche que j'aime beaucoup Marvel Legendary. Donc celle-là, je la mets dans la défausse d'Adelheim. J'ai joué toutes mes cartes, c'est les mêmes, donc je les remets par-dessus. Hein. Je n'ai pas besoin de faire de choix là-dessus. Et lui, il lui reste une carte, donc il va piocher pour avoir 5 cartes, une carte là, de la même façon qu'on a fait pour Reeve. Je prends le deck, hop, ici, et je tire 4 cartes. Hop, tour suivant. Donc là, il en reste 3 cartes. Il y a un deuxième coup du Némésis. Il y a Xaxos qui n'a pas joué, je crois. Et le Joker, donc n'importe qui peut jouer. Et là, par exemple, voilà, le Joker il arrive maintenant. Donc j'ai le choix. Soit je refais jouer
par exemple Adeline, qui vient de jouer. Ça peut être bien. Je peux refaire jouer Reeves, je peux faire jouer Xaxos, sachant que de toute façon la carte, une des deux cartes qui reste, c'est forcément la sienne, mais il n'a pas encore joué. Donc voilà, je peux choisir qu'est-ce qu'il va jouer 2 fois, quand j'ai avec cette carte de Joker. Et selon le nombre de joueurs, vous allez avoir des cartes différentes. Il y a aussi des cartes qui ont été ajoutées, je crois, pour les dernières versions, avec le War Eternal, qui permettent justement, pour faciliter le jeu, d'avoir un double choix de joueurs. C'est des cartes qui vont avoir 2 numéros, et les 2 joueurs choisissent qu'est-ce qu'ils jouent. Donc, qui est-ce qu'on va faire jouer? Donc ici, l'intérêt d'Xaxos, de jouer cette carte, alors ça peut être du coup de bol, parce qu'on peut retourner la carte et c'est la sienne, c'est pas le Némésis, et à ce moment-là il va faire 3 de dégâts, mais vu qu'on n'a pas moyen de savoir et d'être sûr qu'il n'y a que 2 cartes, j'ai une chance sur 2 de faire que 1 dégât au lieu de 3. Donc je peux très bien garder cette carte là pour l'instant, les 3 dégâts je les ferai à un autre moment ou sur quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci, je ne suis pas pressé. Donc je ne vais pas lancer mon... donc je ne sais pas si je joue avec lui déjà. Je vais voir la main. Sa main à lui. Il a pas mal de... 3. Bah, vous voyez, voilà, par exemple. On sait forcément qu'une des 2 cartes, c'est le Némésis. Donc on va se rapprocher du déclenchement du pouvoir, même si on est sûr qu'à ce tour-là, c'est pas le cas. Mais, si je laisse passer... Enfin, si par exemple, j'ai une carte Némésis, ça va enlever celui-là. Et que c'est la dernière carte. Ce qui va se passer, c'est qu'après, je vais mélanger mon deck. Et donc, je ne vais pas savoir laquelle va arriver en premier. Donc, potentiellement, quand j'ai utilisé toutes les cartes et que je suis dans une situation comme ça, il y a de fortes chances, il y a une chance sur les 6 d'ailleurs, ou les 5, que je puisse, sur les 6, ou 2 sur 7, que je puisse, que les premières cartes soient une carte Némésis. Et du coup, que je ne puisse rien faire pour contrer l'effet. Donc, c'est bien d'avoir du temps, et c'est bien de se préoccuper de la carte assez rapidement. Et là, du coup, pour le coup, Adeline peut s'en occuper. Il a assez en... 1, 2, 3, je n'ai pas pioché les cartes pour elle. Il a assez pour contrer la carte, donc il va le faire. Donc là, on refait jouer Adeline qui vient de jouer, important. Et pourquoi on le fait jouer? C'est parce que il a le cristaux, la gemme, enfin la gemme qu'il a achetée au départ. Il a la métisse shard. Il a 3 cristaux, ce qui fait qu'on a 2, 3, 4, 5, 6. Et on se rappelle que pour défausser cette carte, il m'en faut 6. Donc il va utiliser toutes ces cartes pour défausser, ben voilà, pour défausser le Sexy Mercor. Donc j'enlève les 2 tokens de pouvoir et je défausse cette carte avant qu'elle ait eu le temps de faire son effet. Donc là, on a contré un pouvoir du Némésis. Et on est bien content. Ici, j'avais le choix entre gagner 2 éthers, donc j'ai utilisé, ou avoir 2 charges en défaussant une carte, ce que je n'ai pas fait. Et ici, je peux laisser un allié le soin de piocher une carte et d'en défausser une. Donc on peut faire ça éventuellement avec Reeves si elle n'a pas de sort dans la main. Donc je vais regarder Reeves ce qu'elle a dans la main. Ah bah là son sort déjà, donc piocher une autre carte ça ne servira pas forcément. Et lui dans la main il a que des cristaux. Donc ça ne servira pas, je sais plus ce qu'on a mis au début du deck, ça ne servira pas trop non plus. Donc je n'utilise pas le pouvoir. C'est pas la peine. Donc ici, mes cartes elles sont défaussées, donc je vais choisir comment je les défausse. Donc je vais remettre celle-là au-dessus, celle-là après, et mes 3 cristaux. Et quand ça reviendra, je sais ce que j'ai au tout début du deck. Une fois que c'est fait, je reprends 5 cartes. Hop. 2, 3, 4, 5. Je joue le tour suivant. Xaxos, donc la dernière carte sera celle du Némésis. Donc effectivement, si j'avais joué Xaxos avec la carte de Joker, j'aurais pu utiliser ça à faire 3 de dégâts. Ce n'est pas grave. Là, je sais que je ne vais pas le faire par contre. Je sais que je ne vais pas l'utiliser tout de suite.
ça me sert à rien. Je sais que c'est la carte Nemesis, donc ça veut dire que mon sort, si je le lance, il vaudra que 1 en dégâts. Puisque, je vous rappelle, celui-là on regarde la carte du début, si c'est une carte joueur, je peux faire 3 dégâts, sinon un seul. Donc je ne lance pas de sort, je prends ma main de carte qui est 4 cristaux, et 4 cristaux, 4 cristaux, je vais. Donc je vais prendre cette carte-là. Alors celle-là, je l'ai mise dans le marché. Pourquoi? Celle-là est très intéressante. C'est que déjà tout au long de la partie, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle est progressive comme la partie. À savoir que je peux la garder un petit moment dans mon jeu pour qu'un autre joueur puisse faire un focus sur un de ces breaches. Et quand j'en aurai plus besoin, c'est-à-dire qu'on sera un peu plus loin dans le jeu, je pourrais la détruire, la carte, pour m'en débarrasser, parce qu'elle ne sera plus trop utile, pour redonner 3 points de vie à Gravehold, qui sera sûrement pris plein de pain dans la tronche d'ici là. Donc c'est une bonne carte, je trouve, dans les différentes cartes qu'on peut avoir. Ce genre de carte, je crois que j'avais dû y jouer la première fois que j'ai joué à Aeon's End, parce qu'elle vous permet de soigner, de construire un peu Gravehold, mais en plus, avant de faire ça, avant de se débarrasser de la carte, d'aider les autres joueurs à améliorer, enfin même soi-même, hein, c'est any player, donc sans dépenser des terres, à faire du focus sur les bridges. Et donc à réduire le coût pour ouvrir un bridge. Donc celle-là, je l'achète, elle vaut 4. Ensuite, mes 4 cartes, je les mets après. Je dois piocher 5 cartes. Hop. Je les prends, je les mets en vert. 1, 2, 3, 4, 5. Et évidemment, qui arrive? Le Nemesis, ça va, on n'a pas perdu de carte en cours de jeu. Donc le Nemesis, il n'a pas de carte, puisque je détruis son pouvoir, il n'a pas de carte avec un effet permanent. On fait donc la pioche de cartes, et voilà, enfin, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, un mignon, le Banesire, je ne sais pas comment on prononce, Sir, avec un effet persistant qui est Unleash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que je ne l'ai pas détruit, et bien à chaque tour du Nemesis, il va faire Unleash. Donc il a 6 points de vie, je lui mets 6 points de vie sur lui, pour pouvoir savoir à quel moment je peux le faire disparaître. Et là, on va commencer à avoir des choix à faire. Donc, on peut faire des dégâts sur le Nemesis, on peut faire des dégâts sur le mignon, c'est un choix, on peut se dépêcher de taper le Nemesis ou pas, ou taper le mignon, et si jamais il y a des cartes pouvoir qui arrivent, il faudra faire des choix entre qu'est-ce qui va supprimer la carte pouvoir, qu'est-ce qui va taper sur le mignon, et voilà où se passe la coopération dans le jeu. On a vraiment à faire une vraie coopération dans le jeu. Elle est moins importante quand on joue au solo, puisqu'on connaît potentiellement on regarde les cartes. Alors moi j'essaie de ne pas forcément me rappeler, je vais savoir les séquences à peu près, mais je suis pas en train de regarder toutes les cartes, sauf dans le cas où j'ai, comme la carte de Joker par exemple, qui va être intéressante parce qu'on décide, de toute façon même à plusieurs joueurs, on va décider qui est-ce qui va jouer, et par rapport à quel objectif. Mais sinon dans le tour de jeu, je prends les cartes du joueur, et je me base que sur celle-là. Et après j'essaie de faire appel à ma mémoire vieillissante. Donc le tour de jeu du Nemesis est terminé. On va mélanger les cartes de l'ordre du tour. Je pense que vous commencez déjà à avoir une bonne idée du jeu. Je pense de toute façon que vous avez peut-être vu d'autres vidéos sur YouTube ou sur Internet ou ailleurs, sur Board Game Geek. Et on va pouvoir commencer un nouveau tour. Donc on pourrait considérer que le tour de jeu peut être un peu long, que le jeu est loin de démarrer, mais je fais des explications, donc c'est toujours plus long, forcément. Mais là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet sur ce tour-là, je pense. Après, ça peut dépendre aussi de l'arrivée du Nemesis et de la façon dont on gère les différentes cartes. Donc, on est prêt, on retourne. Et c'est Adeline qui doit jouer.
Donc il n'a pas de sort de préparé. Donc on va regarder ses cartes. Hop. Alors, il se retrouve avec, dans sa main, je ne sais pas si on voit bien, j'ai 3 sorts. Les 3 sorts, je vais les mettre l'un côté de l'autre. J'ai les 2 spars qui sont les sorts du départ. Le sort de Carbonite que j'ai acheté tout à l'heure qui permet de faire 3 dégâts et de révéler la carte du dessus. Alors vu qu'on est en début de tour, je suis le premier joueur à jouer. Enfin, Adelaide est le premier joueur. Donc ça veut dire qu'il y a forcément la carte Wild qui va sortir un moment et que ça me donnera l'occasion d'utiliser cette carte de sort. Si aucun autre joueur n'a une carte intéressante, si aucun autre joueur n'a une volonté ou s'il n'y a pas quelque chose à contrer autrement. Donc je vais préparer ce sort-là dans le premier Open Breach de Adelheim. Elle est prête. Je ne vais pas lancer tout de suite, mais c'est prêt. Et l'autre intérêt, c'est que cette carte-là, si je la lance assez vite, si j'ai moyen de la lancer assez vite, je vais pouvoir savoir quelle est la première carte. Et ça me donnera une indication pour lui. Sachant que si elle ne me plaît pas la carte, je pourrais la passer en dessous en plus. Et ensuite, on a 2 autres sorts qu'on ne peut pas placer si je ne fais pas un focus sur mon dessus, sur mes bridges. Alors, est-ce que c'est très intéressant de le faire? Je vais dépenser 2 cristaux pour faire un focus sur celui-là. Ça me coûte 2. Donc je retourne comme ça. Vous voyez que ça me coûtera 2 pour l'ouvrir, le bridge. Mais vu que je viens de faire un focus, j'ai le droit de placer un sort. Alors l'intérêt du côté des cartes où il est marqué open ou pas, c'est que la prochaine fois que je vais jouer, celui-là, je pourrais ou pas le lancer. Celui-là, vu que c'est un bridge qui est encore fermé, je serai obligé de l'utiliser. Et ensuite, celui-là, je vais le défausser ou pas. Ouais, je vais le garder parce qu'il y a un mignon, donc autant qu'on garde des points pour pouvoir le contrer. Donc je défausse ces 2 cartes-là. Celui-là, je le garde dans ma main. Je repioche 1, 2, 3, 4, 5. Donc Adelheim, il a joué, il a préparé 2 sorts. Et on voit qu'est-ce qu'il joue après. Le Némésis. Donc le Némésis, et ben voilà. Quand je vous dis que ça va s'accélérer. Les cartes en jeu. Donc lui, il est encore vivant, il fait son effet persistant, Unleash. Unleash, quand j'ai qu'une seule carte, c'est qu'un des joueurs prend 2 dégâts. Donc lui, il a déjà pris. On va faire prendre un peu lui, on va équilibrer les nions. Les cartes minions sont jouées, on pioche une nouvelle carte. Et c'est un autre mignon qui arrive, Cryptid, avec un effet persistant aussi. Donc au moins dans le tour où ils arrivent, ils ne nous font pas de dégâts, c'est plutôt cool. Mais ça veut dire que dès la prochaine, si jamais, parce que là on vient de terminer le tour du Némésis, mais si la prochaine c'est aussi le tour du Némésis, on est reparti pour un tour. Et là, on se dit, ah, ok, ça paraît assez facile. Et puis ça s'accélère. Et ça, on n'est que sur des niveaux 1 du deck du Némésis. Quand vous êtes sur des niveaux 3 et que vous avez des enchaînements qui sont bien foutus dans le deck. Hein. Dans le deck, vous pouvez avoir des enchaînements de cartes qui vous font... Vous avez détruit un mignon, il y a une carte attaque qui va vous faire piocher le dernier mignon défaussé qui le remet en jeu. Et là vous faites la tête. Donc ce mignon-là, très très joli, qui ressemble un peu à un des Némésis d'ailleurs du jeu, un peu à, on dirait un rejeton un petit peu. Celui-là, quand il va faire son effet, bah justement, le joueur avec le sort le plus cher préparé, donc là, à l'instant où je vous parle, ce serait ce joueur-là et ce soir-là, bah, je serais obligé de défausser mon sort, par exemple, s'il agissait tout de suite. Ou, si j'avais pas envie de faire ça, je pourrais décider de perdre un token Némésis. Donc, selon l'importance que ça, en plus c'est défausser, donc c'est pas détruire, donc c'est pas très grave. Et puis en plus, Adelheim, il n'a pas encore trop de cartes. Donc le sort reviendra vite. C'est pas dramatique, mais voilà.
Si on pouvait éviter, ce serait pas mal. Donc le Némésis a terminé son tour, on pioche la carte suivante. Et bim! Donc là, vous voyez, on a deux. On n'a jamais eu ça pour l'instant depuis le début de la partie. Le Némésis joue 2 fois de suite. Ce qui signifie qu'on n'a pas eu le temps d'intervenir, qu'il a été très rapide. Qu'on refait un Unleash. Par contre, le Unleash n'a pas le même effet. Le Unleash, quand il y a 2 cartes Némésis ici, c'est 2 points en moins sur Gravehold, qui passe à 24. D'où l'importance de la carte que j'ai achetée tout à l'heure pour Xaxos, qui permet de potentiellement redonner 3 points de vie à Gravehold. Je ne vais pas le faire dans les premiers tours, mais il y a un moment, il faudra y penser. Donc il a fait son effet. Lui, son effet, c'est ce qu'on a vu. Le sort le plus cher préparé, c'est le sien. Donc je suis obligé de le défausser. Donc je ne pourrais pas l'utiliser. Sauf si je décide de supprimer un token du Némésis. D'ailleurs, ça pourrait être pas mal en fait. Je vais garder le sort, on va perdre un token, donc voilà. Il n'y en a plus que 7 avant de perdre la partie finalement. Bon, le côté sympa, c'est que du coup, on a 3 tours à jouer pour nous. C'est plus le Némésis qui va jouer, on est sûr. J'ai pas vu d'effet qui remettait les cartes Némésis dans l'ordre, mais peut-être qu'il y en a. Peut-être sur le Némésis très, très difficile. Mais là, en tout cas, on est sûr qu'on a 3 tours de suite à faire, et qu'on va essayer de se débarrasser des minions, au moins d'un des deux, si on ne peut pas faire les deux, avant le prochain mélange de cette pile-là. Alors, à qui de jouer? À Xaxos. Xaxos, qui est un sort de préparé. Et là, on sait qu'il n'y a plus de carte Némésis. Donc on sait que cette carte-là, elle va faire 3 de dégâts. Donc c'est parti, on déclenche le sort. On révèle la carte ici. Et on sait que c'est une carte de joueur. Même le wild compte pour une carte de joueur. Enfin, c'est comme ça que je le joue, en tout cas. Donc je fais 3 de dégâts. Je peux décider sur quel Némésis je vais le faire. On va commencer par taper celui-là. Parce que s'il nous empêche de préparer des sorts importants, ça va nous ennuyer. Et ensuite, on va pouvoir jouer la main de carte de Xaxos. Qui a beaucoup de cristaux dès le départ, et un Spark. Alors le Spark, il va le préparer tout de suite, puisqu'il a un endroit de libre. On va le préparer. Et avec les 4 cristaux, on va acheter un sort, je pense. Ou on va se racheter du... Voilà, je vais lui prendre aussi un sort comme ça. Donc je ne vais pas lui faire un gros cumul de ce genre de sort, mais on va prendre un sort comme ça. Et la prochaine fois, on ouvrira le bridge qui nous reste, s'il n'est pas déjà ouvert. Donc cette carte-là, je la mets dans sa défausse. Comme ça, il sera juste, en plus, collé au sort qu'il a utilisé juste avant. Donc on aura 2 dans la même séquence, potentiellement. Ces cartes-là, elles sont défaussées. Il y a 4. Elles viennent par-dessus. On retire 5 cartes. 3, 4, 5. Et on les met dans sa main. Tour suivant, donc c'est la carte Wild. Donc là, on peut décider qui fait les dégâts. Et là, tout l'intérêt. Donc si je faisais jouer Reeves, elle peut faire que 2 dégâts. Parce que de toute façon, les sorts qui font des dégâts, ils sont forcément préparés. Et j'ai aucune carte dans la main qui pourra faire des dégâts normalement à un monstre. Lui, si je le fais jouer tout de suite, il fait que 1 dégât. Par contre, Adelheim, on sait qu'il va faire 3 dégâts. Et 3 dégâts, c'est ce qui est nécessaire pour terminer ce mignon-là. Donc on va commencer par faire ça. Sachant que de toute façon, je ne vais sûrement pas utiliser la dernière action, qui est de remettre la carte en dessous le deck, puisque c'est une carte de joueur, et c'est la dernière surtout. Mais ici, déjà, j'utilise mon sort. Donc je défausse mon sort, et je fais 3 dégâts sur le mignon, qui se fait donc exploser en plein vol dans une explosion de Slim
et 2 carcasses de crevettes explosées. Ensuite, je peux très bien déclencher ici, je pouvais ou pas le déclencher. Ici, je suis obligé, parce que mon bridge est fermé, il a été préparé au tour d'avant. Je déclenche mon sort, ça fait 1 dégât. Donc je retire 1 dégât du minion. C'est toujours ça de fait. Et ensuite, je regarde les cartes pour savoir ce que je vais faire. Donc je peux préparer un sort, parce que j'ai pas d'autre sort dans la main. Je le prépare tout de suite. Un point de dégâts, ça peut toujours servir. Et ici, on a pas mal de cristaux. Donc ici, on sait qu'une charge... Je vais vous expliquer les charges en même temps, et après on terminera le tour, je pense, que vous aurez une bonne vision du jeu. Parce que vous avez vu les différentes cartes de Nemesis, vous avez vu l'attaque du Nemesis, comment ça peut se passer, comment on a attaqué Gravehold, comment la sauver. Donc je vais vous parler des charges, et on s'arrêtera là. Donc ici, je peux gagner 1, 2, 3, 4, 5 Éthers, et prendre une carte, je pourrais prendre un Darkfire ou un Fleetback Aura qui me font des dégâts. Mais, je peux aussi préparer la charge de mon personnage en utilisant cette deuxième partie de la carte qui est de dire je défausse une carte. Je défausse une carte en main et je gagne 2 charges. Donc je peux défausser ça. Et au lieu de payer 4 Éthers pour 2 charges, je vais défausser cette carte-là. Hop. Et je vais gagner 2 charges pour le pouvoir de mon personnage. Hop là, 2 charges. Donc les 2 charges, on les place ici. Et du coup, je vais vous parler des charges. Donc en fait, les charges, on a vu, on peut charger son personnage avec l'éther. Quand il est arrivé à son niveau de charge, il peut utiliser le pouvoir qui se trouve marqué au-dessus. Donc tous les personnages n'ont pas le même niveau de charge à réaliser. Lui, il a 5 emplacements de charge pour déclencher son pouvoir. Reeve, elle en a 4. Et Xaxos, il en a 5. Le pouvoir, je vais vous donner les noms des pouvoirs, comme ça vous allez voir à peu près ce que ça peut faire. Et comment ça peut se combiner super bien avec d'autres éléments du jeu. Donc lui, ça s'active, donc s'il a 5 charges, durant la phase de pioche du Némésis. Donc quand le Némésis prend une carte, donc pas pendant la résolution des effets, hein, pendant le tirage de cartes. Si jamais c'est une carte de type attaque ou pouvoir, mais avant du coup de la placer, de mettre des pouvoirs dessus ou de résoudre l'effet de l'attaque, je peux enlever toutes mes charges et défausser la carte tout de suite. Donc c'est super puissant, c'est long à charger mais c'est super puissant parce que, vous allez voir sur les niveaux 3, c'est très important d'avoir ce genre de contre possible. Il faut faire attention, c'est que si jamais un personnage tombe à 0 en point de vie, alors il n'est pas complètement éliminé du jeu, il peut toujours jouer, et on le considère comme exhausted, ça déclenche plus de choses côté Nemesis, mais c'est surtout qu'au moment où on tombe à 0, on perd toute la charge. Donc, il faut le charger, il faut attendre, mais il faut savoir l'utiliser au bon moment. Donc lui, voilà, il peut contrer une carte, attaque ou pouvoir du Nemesis, et la renvoyer dans la défausse, donc après avoir... Ce qu'il y a, c'est le pire est toujours à venir dans les cartes Nemesis, c'est-à-dire qu'en fait, on va se dire « celle-là, elle va faire mal, je vais la contrer », mais celles qui viennent après feront encore plus mal, puisqu'elles augmenteront en niveau, elles seront de plus en plus désagréables. Le pouvoir de Reeve, donc est beaucoup plus simple, beaucoup plus basique, c'est qu'elle fait 5 dégâts sur un minion. Donc là, par exemple, si elle avait 4 charges, elle pourrait l'éliminer. Et ça compte pas dans ses cartes à jouer. Et en plus, elle en fait 3 sur un minion différent. Donc ça, c'est pas mal pour son pouvoir à elle, tape bien les minions. Pas le Némésis, mais bien les minions. Et enfin, Xaxos, son pouvoir. Donc son pouvoir s'active durant la phase principale, donc là où on joue les cartes, donc pas pendant la phase de lancer de sort, de n'importe quel joueur. Alors les alliés, tous ensemble, donc, peuvent prendre 4 charges, donc on peut répartir les 4 charges entre les différents personnages. On révèle le deck complet d'ordre du tour, et on révèle les cartes dans l'ordre que l'on veut. Donc le pouvoir, c'est pareil, il faut 5 en charge, mais il est super important aussi. Donc voilà les 3 pouvoirs, vous voyez l'étendue de pouvoirs qu'on peut avoir, et il y a
Il faudrait que je regarde la boîte, mais il y a pas mal de possibilités et de personnages différents, et voilà. Donc si on veut terminer le tour de Adelheim, qui s'est chargé donc, qui a ces 2 charges ici, je pourrais continuer à me charger d'ailleurs. Je pourrais très bien dire ici, je gagne, alors celle-là est utilisée, hein. Il me reste 2 cristaux, je peux très bien augmenter ma charge, ou ouvrir un bridge. Donc là par exemple, je ferais, hop, j'ouvre le bridge pour avoir, pour lancer potentiellement 2 sorts importants, pour en préparer 2 différents. Donc là j'aurais utilisé ça. Je pourrais utiliser le pouvoir de la carte qui permet à un allié de piocher et défausser une carte. Je le fais pas pour l'instant. Je remets mes cartes. J'en tire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça tombe bien. Et le dernier tour de jeu, c'est le joueur numéro 2, donc c'est Reeve qui joue. Elle a 2 sorts de niveau 1, donc elle va faire ces 2 sorts, elle va détruire, elle va faire baisser la vie du minion, ce qui ne va pas le détruire, mais ça va l'approcher de sa fin. Donc ces 2 sorts sont défaussés. Pour info, je ne peux pas mettre un sort sur une carte qui a déjà un sort préparé. Je me suis jamais posé moi la question dans le jeu, mais enfin c'est dans les règles, mais généralement on les utilise toujours les sorts. Mais si j'avais un sort et que j'en avais un plus gros à placer, je peux pas écraser un sort. La meilleure manière de faire un truc, de pouvoir placer un nouveau sort quand il n'y a pas d'emplacement libre ici, c'est de faire un focus sur un des autres et de placer son sort qui sera obligatoirement à utiliser le tour d'après. Donc, Reeve, qu'est-ce qu'elle a dans son jeu? 2 cristaux, un sort Spark, le Darkfire. Donc, elle va forcément préparer le Darkfire et le Spark. Donc à faire. Il faut toujours être prêt. Et ensuite, elle a 3 éthers, ou alors elle peut faire un dégât, mais on est à 9. Est-ce que c'est le moment de le faire? Non, elle va dépenser ses 3 éthers pour prendre le Frozen Magmite. Alors celle-là est super intéressante aussi, parce qu'au-delà de nous apporter 2 éthers, elle nous permet de mettre la carte qu'on a achetée sur le dessus de notre deck. Et voilà une des cartes qui nous permet rapidement de récupérer une carte qu'on vient d'acheter. Donc ça peut être super important aussi. Généralement, j'essaie de dispatcher ça entre les différents personnages, parce qu'il y a toujours des moments dans le jeu où ça devient super important. Ou on peut décider qu'un personnage prenne beaucoup ce type de gemme, beaucoup de sorts de puissance, afin de renouveler, et d'acheter souvent des sorts de puissance ou de soins, ou des choses comme ça, pour les avoir rapidement. Ça peut être utile aussi. Donc en attendant, ce sort-là, il vient ici. Les cartes jouées, elles viennent sur le dessus. Je vais mettre ça en premier et ça après. Et on va piocher 5 cartes. 3, 4. Donc là, j'en ai que 4. Ça veut dire que je reprends la défausse, je la mets là, et je tire la suivante. Et on a terminé quelques tours des on the end. Alors, oula, sympathique ce petit doigt de la caméra. Donc voilà la présentation du jeu. Je pense que vous avez vu le tour, vous avez vu comment ça fonctionne. Ce que je peux faire, c'est vous faire voir un peu, pour terminer la partie, je vais m'arrêter là, ça peut durer longtemps, hein, ça peut durer un petit moment. Moi je laisse parfois le jeu installé ici, c'est bien pratique quand on a de la place. Je le fais en 2 sessions ou 3 sessions selon mon temps. Car comme vous, enfin je sais pas vous, moi quand je joue en solo, c'est souvent le soir, la nuit, quand tout le monde dort, ou presque. Et donc, puis il y a un moment, il faut aller se coucher, et donc le jeu il reste en place. Donc, au niveau du jeu, vous avez, donc, je vous ai parlé des 2 versions qu'il y a eu. Les composants comme ça, les cristaux, c'est des petits add-ons que j'ai eu, je crois, au moment du 2e Kickstarter, donc je sais plus si c'était fourni avec ou pas, ou si c'était un kit d'upgrade. Le playmat était un add-on de la campagne. Il est disponible sur un site, il suffit de faire une recherche Aeon's End Playmat, et il y a un site qui permet de le commander pour, alors c'est 19 $ le playmat. Au niveau des frais de port, je sais pas ce que ça vaut. Mais je le trouve super, franchement je le recommande.
Déjà, ça a une autre tête que de jouer même sur un tapis qui est sympa, hein, j'aime bien le mien. Mais au niveau rangement, et puis voilà, organisation du jeu, j'apprécie de plus en plus les playmats dans les deck building ou les différents jeux. Les petits supports, c'est à moi. Hein. Normalement, il n'y a pas de support. Normalement, la carte de Nemesis, elle vient ici, avec ses tokens dessus. Hop. Mais que ce soit pour une vidéo, même pour moi, pour pouvoir lire le texte en étant assis, c'est pratique. Donc ça, ces petits supports, normalement, ça vient ici. Ces petits supports, vous pouvez en trouver, je ne sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a la marque dessus. Uberstacks, voilà, si ça vous intéresse, uberstacks.com. Ça vient en différents coloris, en différentes quantités. Ça permet de faire des supports de cartes, des supports de dial comme j'ai fait ici, d'en aligner plusieurs, comme j'ai fait ici. Hein. Hop, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Les supports, hein, c'est à moi évidemment. En termes de jeu, alors, je vous dis qu'il y avait de la variété. Vous allez avoir, pour la mise en place du marché, vous avez des propositions de marché ici, avec Market Setup 1 et Setup 6, avec des propositions de type de cartes pour pouvoir faire le marché comme vous voulez. D'accord, donc je pense que ils ont peut-être essayé de faire des marchés équilibrés pour éviter que les joueurs soient désespérés de battre les Nemesis. Il y a 6 setups différents, donc on peut le tirer au hasard et le mettre en place. Les cartes qu'on peut choisir, parce qu'après il vous indique seulement des niveaux. Ici c'est gemme avec un niveau inférieur à 4, une gemme avec niveau 4, n'importe quel niveau de gemme. Et là, ici, vous avez les cartes de randomizer. Donc chaque carte là est unique. Hein. Voilà les cartes de marché uniques que vous pouvez avoir. Donc ça fait une bonne rejouabilité. Donc ça, évidemment, c'est la quantité qu'il y a pour les deux jeux et les extensions. Donc je ne pourrais pas vous dire combien ça fait exactement pour le jeu de base, mais je pense que ça suffit largement. Donc vous voyez, vraiment différentes cartes reliques, c'est en 3 groupes, hein, reliques, gemmes et sorts. Vous avez de quoi faire. Ensuite, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de Nemesis de disponibles. Je m'éloigne de plus en plus du centre de la carte, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc vous allez avoir parfois, vous voyez ça, c'est un petit plateau qui vient avec un Nemesis. Donc lui, c'est un mage, un ancien mage qui était excellent, mais qui s'est fait avoir par ceux qu'on appelle les sans noms, les différents monstres, les nameless, et qui revient sous forme de Nemesis aussi. Donc avec différents pouvoirs, il y a un unleash aussi, des règles supplémentaires, vous voyez que c'est différent ici. Un setup, une petite histoire, difficulté 4, et ça je pense que c'est le prochain que je vais essayer de battre, parce qu'il me plaît, j'aime beaucoup le style en plus. Et il a un plateau en plus, parce qu'il a aussi un système de breach, apparemment, un peu comme nous. Et donc, voilà, il y a une mécanique différente de celui qu'on vient de voir à l'instant. Donc lui, il a aussi 70 points de vie. Knights of Shackles. On a Maiden of Thorns. Donc vous voyez, parfois vous avez un peu plus de règles que celui que je vous ai fait voir. Hein. C'est un peu plus complet. Un setup un peu différent. Le background toujours. Ça vous donne toujours des informations supplémentaires sur le monde de Aeon's End. Holocrone. Donc tous ceux que vous allez voir ici, je pense que je crois que les cartes Nemesis, il n'y a pas eu de... Parce que j'ai pris un upgrade pour la version 1 à la version 2 pour certaines cartes. Vu qu'ils ont changé un peu le style des cartes. Je ne vais pas vous sortir les anciennes, ça ne sert pas à grand chose. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il y avait des bords, toutes les cartes avaient un bord. Donc du coup, l'illustration était plus petite. Ils ont renforcé aussi le contraste, je pense, et les couleurs des différentes cartes. Bref, elles sont plus sympas comme ça. Au niveau style des dessins, c'est pas extraordinaire, hein, faut pas non plus... c'est sympa, mais c'est pas... Enfin, on a vu mieux dans les deck building, mais ça reste sympa pour jouer. Et puis, pour le coup, c'est des illustrations originales, on les a jamais vues avant, et pour cause. Mais ça, bon, comme dans tout jeu de deck building, à un moment, les illustrations, on les regarde moins. Quand elles sont bien, on va en profiter. Quand elles sont un peu moins bien, c'est pas très grave. C'est pas le plus important. Ça fait toujours une part pour l'ambiance, mais c'est pas...
Donc voilà, vous en avez un autre. Tous ceux qui ont un fond blanc comme ça, c'est les nouveaux qu'ils ont fait. Alors peut-être qu'il y a des extensions qui ont été aussi adaptées. Mais vous voyez que vous avez un bon paquet, alors avec toutes les extensions qu'il y a. Ça en fait, ça en fait, ça en fait. Vous voyez, lui aussi, il a encore un tableau différent. Et ça, on va passer sur les premiers, sur les anciens en fait. Donc tout cela, c'est ceux de, je pense, de War Eternal et des extensions de War Eternal s'il y en avait. Et après, c'est ceux des premières, de la première version. Mais qui ont le même fonctionnement, il n'y a pas de changement sur le fonctionnement. Donc là, c'était... après, j'aimais bien quand même malgré tout le style un peu jaunâtre et gris et vert du premier. Ça donnait un style un peu moins propre que les dernières cartes. Donc encore un qui a voilà, le fameux Rageborn qui est souvent utilisé dans les démos. Ouais, c'est une difficulté de 2. Et pourtant, la première fois que j'ai joué contre lui à 3 joueurs, c'était assez chaud. Mais c'est bien de se faire la main sur les petits Némésis, entre guillemets petits, hein, parce que ça nous donne vraiment envie. Je pense qu'en généralement, on peut, je pense, y arriver quand on est habitué au jeu à gagner en une partie. Mais ça permet de s'habituer facilement au jeu, avoir quelques réflexes, et de passer sur des niveaux supérieurs et commencer à avoir un peu de difficulté. Donc vous voyez, tout ça c'est les Némésis, ça en fait un bon paquet, plus celui-là hein, évidemment. Et pour ce qui est des personnages, alors je vais essayer de trouver les personnages. Où est-ce qu'ils sont fourrés? J'ai réparti en fait les cartes sur les 2 boîtes. Alors je vais vous faire voir ça. Tiens. Donc ici vous avez les différentes cartes niveau 1, niveau 2 et niveau 3 qui vont rentrer dans le deck du Némésis qu'on avait ici. Sachant qu'en fait, pour une partie, on utilise le petit tableau qui est ici. Donc un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Par exemple, à 3 joueurs, on avait 5 cartes niveau 1, 6 cartes niveau 2, 7 cartes niveau 3. Et vous voyez le nombre de cartes qu'on a pour chaque niveau. Donc vraiment, d'une partie à l'autre, ce ne sera jamais les mêmes cartes qui vont sortir. Alors, potentiellement, elles marchent un peu de la même façon, on ne va pas se mentir. Mais vous avez vraiment de quoi faire des parties très différentes, même avec le même Némésis. Ici, vous avez en fait les différentes cartes spécifiques au Némésis, pareil, réparties par niveau. Donc si je prends le Némésis en question, vous voyez en bas de la carte, ici, c'est marqué le nom du Némésis. Et puis c'est un mignon qui a 18 points de vie, par exemple, un semi-ancien. Ça, est sympa. Hein, ouais, il y a quand même des situations parfois sympas. Et lui, il fait perdre un Némésis token à chaque fois. Donc tant qu'on l'a pas tué. Donc celui-là, par contre, il peut faire mal en fin de partie. Donc voilà le choix que vous avez. Ça, c'est les anciens. Et ici, vous avez les cartes de deck de départ de chaque personnage. Donc ça, c'est tous les personnages qu'on va avoir. Chaque petit encart, là, c'est un personnage. Donc ça veut dire que les cartes personnages, elles ne sont pas ici, et qu'elles sont dans la boîte de départ. La règle V1. Ah, j'ai aussi les anciens, ils ont changé les roues, même si l'illustration est la même, mais c'est qu'avant c'était un jeu, quoi. Ça tournait, rien qu'en bougeant, ça changeait. Donc ils ont renforcé un petit peu la façon de faire. Et ici, vous avez... du coup, j'ai pas trouvé mes personnages, je sais pas où ils sont. Qu'est-ce que j'ai fait de mes personnages? Ici, vous avez en fait les différentes cartes, les différents decks pour les différents instruments, les différentes cartes du marché. Donc vous voyez, pour chaque... on a à peu près 5 cartes par... voilà. Vous avez à peu près 5 cartes pour chacune des cartes ici. Elles sont représentées ici, elles sont triées par valeur, pour les retrouver plus facilement. Et donc, où sont passées mes cartes personnages? Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Je vais faire une petite pause, où je vais fouiller. Fouillons ensemble l'antre. L'antre, où est-ce que j'ai remis mes cartes personnages?
Ta, ta, ta. Eh ben, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Eh bien. Ah si, je sais. En fait, j'ai remarqué que, là, en ressortant le jeu, parce que à un moment que j'avais pas joué, les plateaux étaient un petit peu, peut-être liés à l'humidité de la pièce ou au froid, je sais pas. Ça commençait un petit peu à se relever, mais finalement, c'est resté. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont dehors. Ça va, c'est pas catastrophique. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a des boîtes de jeux, comme ici? Hop, on écrase les punchboards avec... Donc je vais les prendre. Alors, hop. Et voilà, tout bien aplati. Donc tout bien aplati. Oh, ma batterie se termine déjà. Donc on va se dépêcher de voir les différents personnages disponibles. Donc là c'est pareil, vous avez un échantillon de ce qu'il y a dans le jeu, les extensions et tout. Donc ici, quand les personnages sont comme ça, de toute façon c'est que des nouvelles cartes. Je crois qu'elles ont toutes été adaptées. Vous avez le background du personnage, le personnage, son niveau de charge, son pouvoir spécial, sa main de départ, le deck de départ, pour mettre le joueur, les différents bridges. Donc vous voyez le style un peu de dessin. J'aime bien avoir des personnages en pied comme ça, c'était sympa aussi. J'ai un peu de reflet peut-être ici. Donc ça vous donne vraiment une bonne variété aussi de personnages. Ce qui peut renouveler les parties forcément énormément. On peut avoir des personnages préférés, c'est sûr. Enfin, il y a toujours de quoi faire. Donc ça c'est le Xaxos. C'est le même personnage qu'on avait à la partie là. Et en fait vous avez un Xaxos Aeon's End et un Xaxos Eternal War. Ils ont fait deux personnages différents en fait. Comme s'il y avait une évolution de personnage entre les deux. Myst c'est pareil je crois. Et c'est bien d'avoir des gros textes comme ça de background. Ma vidéo va se terminer. Je vais vous dire à une prochaine. J'espère que ça vous a plu. Ciao ciao, amusez-vous bien. Il me reste encore un peu de temps. Batterie, tu tiens le coup. Donc, je vous dis vraiment au revoir. Je vous fais défiler rapidement. Si ça s'éteint, bah, vous comprendrez pourquoi. On fera un fondu sur les cartes qui défilent. Vous voyez qu'il y a beaucoup de matériel dans Aeon's End. Enfin, beaucoup de matériel, beaucoup de choix possibles pour les parties. C'est un jeu que je vous recommande. C'est franchement un deck building super sympa en coop, qui se joue très bien en solo, qui est pas compliqué. Une fois qu'on a fait quelques parties, on s'en rappelle. C'est rapide à mettre en place. Peut-être un peu long de faire le deck de marché, mais il y a des moyens de raccourcir le temps avec les cartes aléatoires, les cartes de proposition de marché. Et après, ça va très vite à jouer. Le tour est très simple, les règles sont très simples. Et c'est prenant, c'est super prenant et super intéressant. Allez, je vous dis vraiment au revoir. Ciao, ciao. À une prochaine.